Eh bien, bonjour, Patrick Blanchon. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, il est 10 heures, 10 heures et quelques même. Et bon, j'ai perdu un peu de temps ce matin. C'est dimanche, j'avais envie de traîner, de boire mon café en lisant un petit peu des choses comme ça sur Internet. Et il y a quelque chose qui revient régulièrement dans ce qu'on m'envoie, tu sais, quand tu ouvres en fait Internet et que tu vas voir par exemple n'importe quel site, tu as des petits encarts publicitaires qui t'invitent à cliquer en fait sur des pages, etc. Et puis dans ma boîte mail, j'ai beaucoup de d'invitations à participer à des formations ou des séminaires, etc. Et j'observais que ces derniers temps, j'avais beaucoup de choses en fait sur la motivation, tu vois. Alors ça m'amuse beaucoup ce mot de motivation parce que s'il y a bien une chose que j'ai essayé dans ma vie, si tu veux, pendant des années et des années, c'était de m'intéresser à cette motivation parce que j'étais complètement, moi, démotivé tout le temps. C'est-à-dire que c'était un vrai problème d'ailleurs, parce que je me disais, mais comment ça se fait que tout le monde est motivé autour de moi pour faire des trucs, et moi, je suis pas motivé. Alors, c'est pas la même chose que l'envie, parce que des envies, j'en ai toujours eu, tu vois, j'ai toujours eu envie de faire plein de choses, mais être motivé, ça paraît être la catégorie au-dessus pour bon nombre de personnes, et puis pour moi aussi à l'époque, je me disais, mais il me manque une chose, il me manque une case, tu vois, pourquoi est-ce que je suis pas motivé? Et en fait, avec le temps, tu vois, j'ai eu le temps de réfléchir à ce terme de motivation. Euh, j'ai pris le problème un peu dans un autre sens. Alors j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé des formations sur la motivation. Je me suis formé au développement personnel également à une époque. Et puis j'en ai vite vu pour moi hein, les limites. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire aussi sur la motivation? Oui, j'ai essayé des livres super intéressants. Tu vois, la semaine de 4 heures, par exemple. Imagine, tu as une semaine de 4 heures. Ça, c'est Timothy Ferris, par exemple, qui a pondu ce bouquin. C'est génial hein, comme livre, hein, c'est magnifique. Mais moi, il m'a toujours manqué en fait la motivation pour mettre en place en fait tout ce qui venait comme ça de l'extérieur. Donc que ça soit provenant du développement personnel, que ça soit du coaching via des bouquins, que ça soit les vidéos de David Laroche. Je sais pas si tu connais David Laroche, c'est un gars que je trouve fantastique si tu veux. Mais le problème, si tu veux, c'est que toutes ces personnes en fait qui partagent en fait leur savoir sur la motivation, ils ont inventé un système qui fonctionne pour eux. Voilà, et c'est pas dit que ça fonctionne pour tout le monde et surtout pas pour moi, tu vois. Donc, en fait, il fallait que moi je crée mon propre système euh, pour euh, pour compenser, si tu veux, ce manque de motivation. Alors le rapport à la créativité, puisque c'est la 8e émission sur la créativité hein, de ce podcast, donc n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si jamais tu l'as pas encore fait, parce que j'ai vraiment une cadence soutenue en ce moment pour parler de cette histoire de créativité, et pour ne rien louper, appuie sur la petite cloche, comme ça tu seras averti à chaque fois qu'une nouvelle émission sortira. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de la motivation et puis aussi d'une certaine forme d'égocentrisme et d'égoïsme. Alors je vais expliquer sur tout ça en revisitant un petit peu, tu vois, ce qui est génial avec cette série d'émissions sur la créativité, c'est que ça m'oblige, moi, à aller rechercher, en fait, des souvenirs, en fait, de mon parcours vis-à-vis de tout ça, de manière à pouvoir te l'expliquer le plus clairement possible, à l'appui d'exemples, à l'appui peut-être d'anecdotes, etc. Et c'est très enrichissant pour moi de revisiter également toutes ces parties de ma vie. Alors là, je vais te parler peut-être d'une chose qui était très embêtante pour moi dans les débuts de ma vie, quand j'étais jeune, c'est que toutes les relations que je pouvais avoir avec les femmes, ça se terminait toujours, en fait, en gros, par une phrase qui était « tu ne penses qu'à toi, tu es un égoïste ». Voilà. Donc
Bon, après, si tu veux, tu peux transformer cette phrase-là en disant un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi, tu vois. Voilà. Moi, j'ai compris ça au bout d'un moment, tu vois. Au début, je prenais ça comme une vraie déflagration, c'est-à-dire que j'étais dans une case, si tu veux, pas bien, où j'étais pas bien fier, en fait, de ce jugement qu'on portait sur moi, parce que évidemment, j'étais tellement préoccupé, si tu veux, par un tas de choses, un tas de nœuds en fait à résoudre en moi-même, que finalement peut-être en fait que j'absorbais toute la périphérie autour de moi et que je me rendais pas bien compte, tu vois. Donc souvent avec mes compagnes, en fait, c'était ça, c'était qu'au bout d'un moment, c'était insupportable pour elles parce qu'elles n'avaient pas leur place peut-être ou elles n'arrivaient pas à la faire. Et puis, sans doute aussi que moi, j'étais tellement absorbé par toutes mes histoires que j'étais incapable, si tu veux, de regarder à l'extérieur. Alors, j'étais tellement incapable de regarder à l'extérieur que c'était pas pour rien, si tu veux. C'est-à-dire, c'était un refus, à un moment donné, de subir en fait la pression de cet extérieur, parce que je vais pas te raconter toute ma vie sur une émission, tu vois, mais cette pression de l'extérieur, je la connais extrêmement bien, je la vis depuis que je suis gamin, et c'était pas des choses sympas, si tu veux. Donc pour pouvoir moi survivre, il a fallu que je me crée un système autonome de manière à pas crever, quoi, tout simplement, tu vois. Donc cette histoire d'égoïsme, il y a une phrase comme ça, si tu veux, alors je sais plus si c'est dans la Bible ou dans l'Évangile, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu tout ça, si tu veux, mais tu as une phrase qui résume assez bien, en fait, ce dont j'ai envie de te parler, c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors c'est une phrase qui est un peu ambiguë, si tu veux, quand tu la lis, surtout quand tu es gamin au catéchisme. Quand tu lis ça, tu la comprends pas en général, cette phrase, tu vois. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a une mine d'or là-dedans, tu vois, quand tu l'explores véritablement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que d'accepter comme ça la bouche ouverte des poncifs, si tu veux, dans le style faut être généreux envers les autres, faut être ceci, faut être cela. Charité bien ordonnée commence par soi-même, ça veut dire qu'il faut commencer par l'être avec soi-même, si tu veux. C'est-à-dire faut arrêter comme ça de s'en remettre continuellement à un extérieur, que ça soit des parents, que ça soit l'école, que ça soit les patrons, que ça soit l'entreprise, que ça soit le gouvernement, que ça soit tout ce que tu voudras, si tu veux. On a toujours tendance comme ça à s'en remettre à l'extérieur. Eh ben, je crois que moi, j'ai commencé très très tôt à arrêter en fait ce mécanisme et parallèlement à ça, si tu veux, ce qui s'est produit, c'est que j'ai découvert en fait que ce mot de motivation ne me concernait pas. Alors j'en ai souffert à un moment donné, parce que tu sais, quand tu es en décalage avec l'extérieur, avec ce qu'on appelle la norme, tu es toujours un peu mal à l'aise, tu vois, il faut encaisser, tu vois, ce malaise. Donc du coup, à chaque fois que je voyais des gens qui filaient en ligne droite, si tu veux, pour rejoindre leur objectif, et puis qui avaient l'air d'être péchus, plein de motivation, etc., moi, je me sentais plutôt comme un couillon en train de douter tout le temps, et du coup, j'étais un peu déchiré par ça, donc je me suis mis à l'écart très souvent, en fait, dans ma vie, pour ces raisons-là. C'est-à-dire que assez tôt, je crois que j'ai quitté le foyer familial à l'âge de 16 ans, si tu veux, et j'ai décidé en fait d'être autonome, si tu veux, de pas subir en fait cette pression extérieure. Alors je l'ai subi 10 fois plus en pratiquant comme ça, certainement, tu vois, mais en prenant aussi une plus grande responsabilité. Il y a un mot de responsabilité. Le mot de responsabilité est très important dans cette histoire-là, si tu veux. Faut assumer en fait à un moment donné ton malaise et essayer de l'explorer et puis voir pourquoi ce que tu peux faire surtout pour t'en tirer. Donc cette histoire de motivation, alors c'est certainement très confus encore la manière dont j'énonce ça brutalement ce matin, mais c'est quelque chose qui m'occupe depuis à peu près 6 heures du matin. Donc du coup ça se bouscule un peu au portillon, comme on dit. Je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre là-dedans.
Donc la motivation, moi j'ai essayé quand même, tu vois, à un moment donné, j'ai essayé plein de trucs dans ma vie. Moi un de mes premiers jobs, si tu veux, c'était vendeur de bagnoles neuves en porte-à-porte. Donc je peux te dire que de la motivation, il m'en fallait à ce moment-là, tu vois. Alors qu'est-ce que j'avais comme solution en fait pour me motiver? C'était de me dire, alors déjà la motivation, elle venait du directeur commercial en fait, qui tous les lundis nous réunissait tous les vendeurs et puis disait alors les gars combien vous en avez planté la semaine dernière, et donc il parlait évidemment des voitures, combien on en avait vendu, et moi le mot de planter m'énervait énormément parce que dans mon esprit j'avais pas la sensation, si tu veux, d'être un voleur ou d'escroquer les gens. Pour moi c'était un boulot et alors ça vient peut-être de mon éducation, mais moi le mot travail, si tu veux, il y a quelque chose de noble là-dedans. À la base, quand j'ai démarré dans la vie, le mot travail cristallisait un certain nombre de choses nobles, c'est-à-dire le travail bien fait, le sérieux, tout un tas de choses. Et de voir un type comme ça qui me demandait tous les lundis matins, si tu veux, combien j'avais planté en fait de commandes à des gogos, quoi, en fait, si tu comprends bien, et ben ça mettait complètement ce système de valeur du travail par terre, et il faisait ça sans s'en rendre compte peut-être, parce que c'était un mode de pensée dans son univers de vendeur. Attends, j'ai ma chatte qui veut sortir, je te mets de côté 2 minutes, je reviens tout de suite. Voilà. Donc, du coup, je sais plus où j'en étais. Alors oui, alors donc cette histoire de directeur commercial en fait qui nous demandait en fait, et ben à partir de ce moment-là, si tu veux, alors que je faisais un bon chiffre, alors que bon c'était difficile, tu sais, de prendre des portes dans la figure toute une journée, c'est pas ce qui est de plus plaisant, mais quelque part moi je m'en étais fait un challenge en me disant bah tiens c'est difficile, mais il y a certainement une solution pour y parvenir. Et puis je testais comme ça tous les jours, enfin plein de choses, tu sais, j'ai toujours plein d'idées moi. Et du coup ben j'arrivais à faire un bon salaire et à partir du moment où j'ai été saturé en fait par cette phrase, combien t'en as planté la semaine dernière, j'ai commencé à décliner, c'est-à-dire que j'ai perdu en fait la confiance en ce système de valeurs dans lequel je croyais, quoi. Et du coup, petit à petit, j'ai vu que je traînais un peu plus, que du coup, j'étais moins organisé par rapport à mes rendez-vous, toutes les stratégies que j'avais mis en place, elles s'effondraient petit à petit. Tout ça parce que en fait, j'avais perdu la confiance en un système de valeurs qui provenait en fait de mon éducation, qui provenait de tout ça, et puis j'étais confronté à une nouvelle réalité qui était que j'étais un voleur et que je devais escroquer les gens en fait, alors que je pensais en fait vendre des véhicules et puis voilà. Alors c'est pas faux en fait. En fin de compte, en examinant un petit peu les choses avec le recul aujourd'hui, c'est vrai que à l'époque il y avait c'était l'époque où on vendait des R20, tu vois, ça remonte à loin, et puis des Fuego. Alors moi, on m'avait filé une Fuego comme bagnole de fonction. Alors je peux te dire que là, je me la pétais, tu vois, je devais avoir quoi, 20 ans, 22 ans, un truc comme ça. J'avais une Fuego, j'étais en costard, je me la pétais bien, tu vois. Mais en même temps... j'avais cette éthique, si tu veux, de me dire, ben, je vends quelque chose quand même de précieux, un véhicule, tu vois, aux gens. Et pour moi, c'était un travail noble, même si toutes les démarches pour arriver à pénétrer en fait dans les logements des gens et puis rencontrer les personnes pour leur faire mon argumentaire de vente, en fait, c'était très difficile. Toutes ces étapes étaient très difficiles. Tu cognais à des portes, t'avais personne, ou alors t'avais des gens qui te recevaient mal, ou alors à l'époque, Renault avait des problèmes en fait avec son blacksonnage, et souvent tu vendais des bagnoles neuves qui rouillaient. Au bout de 3 semaines, 1 mois, si tu veux, les gars s'apercevaient que leur bagnole était pleine de rouille en dessous. Et du coup, je peux te dire que dans les cités où j'allais bosser, eh ben, c'était pas de la tarte, parce que les gars, ils avaient des fusils à pompe, tu vois, et ils hésitaient pas à la sortir des sitôt qu'ils me voyaient. Donc, moi, je devais courir, tu vois, à ces moments-là. Enfin, bref, c'était une des premières confrontations, si tu veux, entre
l'imaginaire qu'on peut se faire d'un job ou d'un mot, tu vois, le mot travail, et puis la réalité concrète ensuite sur le terrain, c'est-à-dire cette difficulté à vendre des bagnoles, cette difficulté à, à subir en fait ces réunions du lundi où on te traite d'escroc, ce qui fait que j'ai au bout de je crois que je suis resté 1 an à peu près peinard dans cette boîte. Hein. Et puis à un moment donné, j'ai dit non, j'en peux plus. Tout le monde, j'étais déprimé si tu veux d'un seul coup. Tu vois, j'avais plus de jus, quoi. J'avais plus envie. Et du coup, je suis allé voir le directeur commercial et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoute, je suis pas un voleur, je suis pas un escroc. Je te donne ma démission, quoi. Et le gars a rigolé, je me souviens très bien de ça, il a rigolé, il m'a dit, t'es un petit malin, toi, allez, je t'augmente. À l'époque, il m'avait augmenté mon fixe de 1000 francs, tu vois, c'était un truc phénoménal, tu vois, pour l'époque. Et du coup, il m'a eu un peu, si tu veux, à l'époque, 1000 francs, tu vois, tu crachais pas dessus, tu vois. Et du coup, je dis, allez, ok, pour te motiver, il me dit, pour te motiver. Et du coup, mais c'était un peu comme vendre son âme, si tu veux, tu vois. C'était un peu de se dire, ok, alors du coup, ça veut dire que j'accepte, en fait, d'être un voleur et que j'accepte d'être un escroc si j'accepte ces 1000 francs. Et à l'époque, j'étais encore assez fragile, si tu veux. Je me suis dit, ok, 1000 francs de plus, etc. Tout ce que je vais pouvoir acheter de nouveaux costards et ceci et cela à l'époque, tu vois. Et du coup, j'ai dit, ok, mais ça n'a pas duré longtemps parce que, en fin de compte, la notion de justesse, hein, c'est pour ça que c'est une de mes valeurs, en fait, que j'ai découvert sur le tard, mais c'est une des valeurs les plus importantes de ma vie, c'est la notion de justesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sens que tu es en décalage, tu sens que tu continues, en fait, sur une lancée, mais il n'y a plus de jus, quoi, c'est plus ça. Et du coup, au bout de 6 mois, j'ai été le voir, je lui ai dit, non, mais là, c'est plus possible, on arrête tout, et c'est même pas la peine de me proposer une autre augmentation, je refuserai, quoi. Et du coup, j'ai arrêté ce job de vendeur de voitures. Alors, ça a été un scandale, si tu veux, dans la famille. Après, quand ils ont appris ça par la suite, tu vois, surtout qu'ils m'avaient plus ou moins pistonné à l'époque. Mon père connaissait un des commerciaux et qui m'a fait rentrer dans la boîte. Donc, c'était vraiment tout flanqué par terre. Des valeurs en fait aussi de ma famille, tu vois, mon père, lui, pendant très longtemps, il a cru qu'il suffisait de rentrer dans une boîte et puis que, en travaillant bien, en s'appliquant, en faisant des résultats, il resterait dans la boîte jusqu'à la fin de sa vie, tu vois. Et ça s'est pas passé comme ça pour lui parce qu'il s'est retrouvé quand même 2 fois au chômage avec les 2 chocs pétroliers et il a compris sa douleur, tu vois. Mais bon. C'est pour te dire, en fait, qu'il a fallu lutter quand même à un moment donné pour savoir ce dont moi j'avais envie, tu vois. Alors, quand on parle de motivation, il faut pas se gourer, si tu veux, sur l'objectif. Hein. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire de ta vie, quoi. Si c'est une motivation pour atteindre un objectif qui t'appartient pas, écoute, franchement, tu vas te planter, quoi. Il y a déjà ce travail en amont à faire. Alors bon... Donc en peinture, c'est un peu la même histoire qui revient régulièrement, tu vois. C'est l'histoire de la motivation, tu vois. Même moi, tu vois, je le dis de temps en temps, je dis oh, je me sens pas motivé pour peindre, tu vois. Ça m'arrive régulièrement, mais c'est plus une excuse, si tu veux, que je fournis comme ça aux gens qui me posent la question pour être tranquille. Parce qu'en fait, moi, je m'en fous de pas être motivé, tu vois. C'est pas ce qui me préoccupe, moi, si tu veux, vis-à-vis de la peinture. Et je sais très bien que la peinture, on a besoin de temps aussi. T'as le temps pour peindre et puis t'as le temps pour pas peindre. Mais quand tu peins pas, c'est aussi de la peinture. Je m'explique là-dessus, c'est-à-dire que ça sert à rien de peindre comme un bourrin tous les jours, si tu veux, de refaire les mêmes tableaux systématiquement. Bon, à moins que tu aies vraiment décidé que la peinture, c'était c'était une stratégie commerciale et que, par exemple, les gens aiment bien le type de portrait que tu fais, du coup, tu en fais, tu les vends, tu rentres des ronds et puis t'es tranquille, tu vois. Je veux dire, ça peut être aussi une manière de peindre ça, tu vois, et c'est pas du tout critiquable, hein. Mais c'est pas ma manière à moi. Donc moi, j'ai besoin
si tu veux, d'être surpris, d'être étonné, d'être toujours en recherche. Je suis un peu un explorateur et je m'ennuie très vite, hein, si tu veux, dès que quelque chose devient trop répétitif, je m'ennuie, tu vois. Donc je cherche toujours des nouvelles choses. Et cette motivation, si tu veux, elle serait intéressante si j'avais une stratégie commerciale, tu vois. Si j'avais une stratégie commerciale qui soit vraiment bien posée, c'est-à-dire si j'avais, par exemple, une lisibilité comme ça des actions que je dois faire en disant, ben voilà, les gens aiment mes portraits, je vais faire une centaine de portraits, et puis je vais rentrer des ronds, et puis comme ça, bah voilà, je mettrai artiste peintre sur mon fronton, et puis ma spécialité, ça sera les portraits, et puis je gagnerai ma vie comme ça. Mais ça serait pas honnête, hein, vis-à-vis de ce que je suis, voilà. C'est-à-dire que ça serait pas juste, plutôt, tu vois. C'est que moi, mon kiff, hein, comme on dit, c'est de toujours être en train de trouver de nouvelles choses. Donc du coup, si je me paralyse comme ça dans une seule activité, je sais que je serai pas heureux au bout d'un moment. Et alors que là, même si je vends rien, même si je passe parfois plusieurs semaines, tu vois, sans peindre, eh ben je peux te dire que au fond de moi, tu vois, alors ça se manifeste pas tous les jours de manière extérieure, mais au fond de moi, je suis équilibré. Je suis juste, tu vois, par rapport à tout ce qui doit advenir du fond de moi. Je sais pas si je suis bien clair, tu peux me mettre des commentaires à la limite pour que je te précise des choses si tu as besoin, mais voilà ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui sur la motivation. La motivation en art, c'est un peu une tarte à la crème, tu vois. On n'est pas en train de vendre des oranges ou des tomates. Si c'était le cas, ça serait facile, tu vois, on pourrait se dire, il me faut tant de tomates en stock, et puis voilà, je les écoule, mais c'est pas si simple que ça en art. En art, il y a... Oui, je reviens toujours à cette notion de justesse. Si t'es pas juste, tu te casses la gueule, tu vois, si t'es pas en adéquation avec toi-même, tu te casses la gueule. Alors, je pourrais te parler 5 minutes de mon rapport à l'écriture qui est peut-être plus explicite en fait que mon rapport à la peinture, parce que quelque part mon malheur en peinture, c'est que j'étais doué. Et comme j'étais doué, j'arrivais à peindre très facilement, très rapidement, à peu près n'importe quoi. Et ça, c'est une vraie difficulté quand tu es doué, parce que si tu travailles pas, tu n'en fais rien du tout, tu vois. Donc moi, mon problème, c'était ça quand j'étais jeune. J'étais doué, je pouvais te faire un portrait en 3 coulées gros, je pouvais te faire un paysage à la manière de Monet ou à la manière de Van Gogh. Je connaissais toutes les techniques, si tu veux. Mais je travaillais pas et curieusement, j'avais cette espèce de barrière où j'avais pas envie, si tu veux, d'utiliser une facilité. Toujours cette justesse, tu vois, qui est au fond, qui me donne des limites, qui me donne un guide, hein, si tu veux. Et donc, ayant cette facilité à peindre ou à dessiner, j'ai jamais considéré que ça pouvait être ça pouvait être bien en fait de l'exploiter, voilà. Alors qu'avec l'écriture, comme j'avais pas de facilité avec l'écriture, je peux te dire que les premiers mots que j'ai écrits sur mes carnets, ça m'a fait un choc, tu vois. L'écart entre ce que moi j'imaginais pouvoir écrire et puis les premiers mots que j'ai bazardés sur un carnet, je m'en rappelle très bien. J'étais parti en voyage, ça faudra que je te raconte ça, un de ces quatre, mais j'étais parti en voyage. À un moment donné, j'habitais Paris, même pas Paris, j'habitais Aubervilliers. J'en avais marre d'Aubervilliers, je peux pas te dire. Et j'avais 2 jobs. Je bossais comme gardien de nuit dans une boîte d'informatique. Et puis, parallèlement, la journée, je bossais comme préparateur de commandes, en fait, dans une boîte aussi informatique. Donc, en fait, les 2 plus gros concurrents sur la place de Paris, je travaillais dans les 2, la nuit et le jour. Et j'amassais du pognon comme ça pour me dire, j'avais un rêve, c'était de me tirer, en fait, me tirer en Asie.
Et à l'époque, j'étais photographe en même temps, hein, pour me faire rêver. Je me disais que j'étais photographe, donc je développais les photos pendant le week-end quand je bossais pas, tu vois, j'allais faire des photos, et puis beaucoup de noir et blanc surtout. Et puis donc l'idée m'était venue d'aller faire un tour en Turquie, en Iran, au Pakistan, voire en Afghanistan. C'était l'époque où il y avait la guerre avec les Russes, tu vois. Et moi, mon désir, en fait, c'était de faire du reportage et puis d'aller comme ça me balader dans tous ces pays-là, de ramener des photos, de les publier après dans les magazines. Et puis, tu vois, j'avais aussi cette illusion, si tu veux, qui était beaucoup dans les années 80, du grand reporter, devenir le grand photographe, le grand reporter, etc. Tu vois, il y avait cette ambition quand même à l'époque qui me tenaillait. Et donc j'étais prêt quand même à beaucoup de choses pour réaliser ça, tu vois. Donc 2 jobs, jour et nuit, je mettais du pognon de côté. Bon, en fait, je suis parti avec très peu d'argent parce que j'en ai claqué une bonne partie avant de partir. Et j'ai pris un bus pour me rendre à Istanbul. Alors tout le monde me disait autour, non, mais tu vas jamais réussir à aller en Iran. Alors je m'étais fait faire un visa à l'ambassade iranienne de 3 jours, parce qu'à l'époque, tu pouvais pas avoir plus en tant que Français. Et c'était juste un visa de transit, parce que en fait, j'avais eu cette idée d'aller d'abord à l'ambassade d'Inde, me faire un visa, en disant, bah tiens, si jamais je me fais enquiquiner sur la route, je peux toujours dire que je suis sur la route des Indes. Mais en fait, mon vrai but, hein, c'était d'aller voir ce qui se passait en Iran. C'était l'époque de la guerre Iran-Irak. Et puis après, de rentrer au Pakistan, de trouver des liens avec les Moudjahidines, et puis de rentrer ensuite en Afghanistan, ce que j'ai réussi à faire. Enfin bon, je vais pas tout te raconter aujourd'hui. Voilà. Et donc, voilà, cette motivation à l'époque, si tu veux, c'était une motivation qui venait de l'extérieur. C'est-à-dire, quel était mon but? Moi, je voulais être un grand photographe, tu vois, je voulais être un reporter. Et donc, du coup, j'étais complètement en décalage déjà entre ce que j'étais vraiment et puis ce que j'imaginais être. Et puis, ça m'est venu l'idée, en fait, de prendre des petits cahiers, des petits carnets, et puis de commencer à noter. Je me suis dit, il faut que je note parce que il va se passer des choses fantastiques et il faut pas que je les oublie, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à noter. Alors, je me rappelle très bien comment la première page du premier carnet, j'ai mis la date, et puis je me suis retrouvé dans une chambre d'hôtel à Istanbul, dans le quartier Bagajit, hein. C'était un quartier des bons marchés, si tu veux. La chambre était plutôt sordide, etc. Et là, j'ai commencé à noter les mots, la date du jour, hein. Et puis, qu'est-ce que j'ai pu noter? Parce que je les ai tous brûlés, ces carnets, ensuite. Mais un truc complètement banal, si tu veux. Et puis j'étais tellement désolé d'écrire des choses si banales que après j'ai dû refermer le carnet et m'endormir, tu vois. Voilà. Donc c'est pour te dire que l'écriture, ça a été beaucoup plus dur en fait que la peinture, parce qu'il a fallu que je trime pour écrire jusqu'à ce que ça sonne juste. Tant que c'était faux, ça pouvait pas fonctionner. À un moment donné, il faut être avoir suffisamment de recul, si tu veux, et c'est ça qui est le plus dur à atteindre dans l'écriture comme en peinture d'ailleurs, c'est d'avoir ce fameux recul pour voir si les choses sont justes ou pas justes. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là parce que je pense que je suis à pratiquement 30 minutes et là, je dépasse un petit peu le format que je m'étais fixé pour ce genre d'émission. Peut-être que je reviendrai à cette histoire de motivation parce que je pense que j'en ai pas fait le tour. Mais n'attaque pas, si tu veux, la peinture par le biais de la motivation. Te dis pas il faut que je peigne absolument tous les jours, etc. Parce que là tu vas être dans un écart avec qui tu es à tous les coups qui risque de te faire perdre beaucoup de temps. Essaye plutôt de regarder ton environnement, regarde plutôt ce que t'es à l'intérieur de toi, essaye de résoudre en fait cet écart entre ton imaginaire et puis ce que tu es vraiment. Observe tes pensées quand tu penses à peindre, calme-toi là-dessus, et puis tu vas voir qu'en mettant en place petit à petit des choses, tu vas plus avoir besoin de te dire je me motive. C'est simplement des actions à mettre les unes après les autres tous les jours qui sont pas propulsées par cette histoire de motivation, mais qui sont plutôt propulsées sur le fait d'être bien calé avec toi-même, d'être
comment on appelle ça? Il y a Castaneda qui parle de ça. Il parle d'impeccabilité. Il dit, tu sais, Carlos Castaneda, c'est un gars qui a été au Mexique pour apprendre en fait. Au début, il était parti pour une thèse, je crois, pour étudier en fait les rituels de sorcellerie avec les plantes hallucinogènes. Donc, il a écrit un premier livre qui s'appelait l'herbe du diable ou la petite fumée. Alors, c'était dans les années 70, ça. Et bon, à l'époque, tous les hippies ont lu ce bouquin et se sont tirés, tu vois, sur les routes avec ces histoires de Castaneda. Alors, elles ont été encore interprétées de plein de manières erronées, je pense. Hein. Et puis, même Castaneda a été considéré comme un charlatan à une époque où le sérieux, la rationalité, si tu veux, prenait le pas un petit peu sur tout ça. Mais moi, si je peux te conseiller un truc, ça c'est intéressant, c'est de lire un peu les ouvrages de Castaneda, parce que tu vas certainement y trouver beaucoup de choses. Alors, ne reste pas sur le décorum magique, hein, si tu veux. Ça c'est un peu là-dessus que les gens se sont arrêtés, tu vois. C'est pas le décorum magique qui compte, c'est vraiment le contenu quand tu lis entre les lignes de tout ce qui se passe. Et je vais te dire un truc. C'est une grille de lecture, en fait, qui est aussi intéressante que, par exemple, une grille de lecture, j'en parle pas mal avec mes copains qui sont psy. Pour moi, la psychanalyse, par exemple, c'est une grille de lecture. C'est-à-dire que t'as Freud, t'as les grands pontes, en fait, de la psychanalyse qui ont pondu, en fait, les bases. Et puis, depuis, hein, c'est un peu comme la Torah, les gens, ils font de l'exégèse, ils font des commentaires là-dessus, qui n'en finissent pas. Alors, c'est une grille de lecture comme les mathématiques sont une grille de lecture du monde aussi, comme l'art aussi c'est une grille de lecture, pour chaque artiste c'est une grille de lecture, pense plutôt à la notion de grille de lecture en lisant Castaneda et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses à comprendre et que tu peux utiliser ensuite pour toi-même. Alors je te dis pas que tu vas devenir un sorcier, hein, j'ai pas dit ça. J'ai simplement dit ou comment il appelle ça, un nagual, tu vois. Mais lis bien, imprègne-toi de ça, tu vas voir, c'est fantastique, Castaneda. Alors, je sais plus pourquoi je te parlais de Castaneda. Oui, pour la notion d'impeccabilité. Il dit, par exemple, que le chaman ou le nagual, tu vois, une de ses vertus principales, c'est d'être impeccable. Ça veut pas dire d'être propre sur lui, hein. Ça veut pas dire non plus d'être dans une moralité à toute épreuve. C'est pas vrai non plus, tu vois. Il peut faire un tas d'entourloupes, le chaman. C'est pas son problème. Par contre, ce qu'il peut pas faire, c'est d'être en désaccord avec lui-même. C'est pour ça qu'on peut parler d'une notion d'égoïsme chez les artistes ou chez des gens qui sont tellement imprégnés en fait par leur monde intérieur que du coup, c'est ce monde qui prime et les gens à l'extérieur peuvent pas bien le comprendre parce que eux, leur monde intérieur, ils l'ont un peu oublié aux dépens du monde extérieur vers lequel ils œuvrent et qu'ils subissent généralement, tu vois. Voilà ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Là, je veux pas dépasser plus. Si mes petites interventions sur la créativité te plaisent, écoute, n'hésite pas à t'abonner, mets-moi un commentaire et puis je te souhaite un bon dimanche et à très vite.